sous-région dont nous sommes frontaliers de tous les États, les 5 dont j'ai parlé. Alors ça, c'est le moteur demain de notre croissance et de notre diversification. On a beaucoup parlé de la fibre optique pendant le forum. Vous-même, vous en avez longuement parlé autour d'une conférence. Avant de vous poser une série de questions là-dessus, nous allons réécouter un extrait de votre propre intervention. L'idéal ou l'idée et les politiques sur lesquelles nous travaillons, c'est de donner un contenu et de développer un écosystème qui permette de rendre utile la fibre. Le plus important, c'est effectivement de créer un écosystème, et c'est ce sur quoi les gouvernements aujourd'hui doivent travailler. Il y a l'interconnexion qui est un acte technique, c'est de connecter les réseaux existants dans chaque pays pour les rendre cohérents, Jérôme l'a bien expliqué tout à l'heure. Il y a la nécessité pour l'État lui-même de se mettre en ligne, de créer les conditions de la mise en service en ligne de l'administration et des services publics. Il y a la nécessité pour l'État, en anticipant sur la capacité plus grande qu'apporte la fibre optique, il faut quand même noter que le satellite et la fibre, ou du moins les moyens traditionnels et la fibre, c'est quasiment décupler la capacité et la vitesse de transfert des données ou le flux des données. Donc c'est quelque chose qui permettra de développer de nouveaux services, de nouveaux métiers et de nouveaux besoins. Donc le gouvernement du Congo travaille aujourd'hui sur 2 axes essentiels, au-delà du déploiement de la fibre. C'est la création de technopoles et d'incubateurs d'entreprises qui permettront de mettre en commun des grands groupes ou des grandes entreprises à l'expérience et à la compétence éprouvée et des jeunes talents, parce que nous avons des jeunes talents. On a vu ce matin Véron Mankou, un jeune homme de moins de 30 ans, et avec le bagou qu'il a exprimé ce matin, mettre en commun donc ces talents avec des grands groupes à l'expérience éprouvée et la possibilité donc de créer des contenus locaux. Et c'est ça le plus important. À l'école, on dirait que voulait dire l'auteur. Or là, l'auteur est avec nous, Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que vous avez dit, que vous aimeriez repréciser maintenant? 2 choses. J'ai dit, à partir du moment où on a les infrastructures, il faut donc attirer les grandes entreprises qui viendront ici, à la fois pour proposer leurs services qui sont connus, et en même temps pour nous aider, à travers ces technopoles et ces incubateurs, à former les jeunes Congolais. On a vu Véron Mankou qui s'est exprimé avec talent, je l'ai rappelé là, mais je connais des dizaines de jeunes qui aujourd'hui ont du talent, mais ne trouvent pas les débouchés en termes d'infrastructures, en termes d'aide bancaire ou technique, qui leur permettraient de transformer leur vision en projet bancable ou en projet réalisable. Je peux citer, mais il se reconnaîtra, un petit jeune de 18 ans, formidable technicien en informatique, il s'appelle Estime Sanza, je le cite et je lui fais un peu de pub, mais ce jeune est un génie de l'informatique. Il le mérite, il travaille avec Véron d'ailleurs. Eh bien, ces jeunes-là doivent trouver cette capacité, une plateforme qui leur permette avec les grands groupes de travailler. Donc les technopoles, qui sont aujourd'hui un des prolongements des zones économiques spéciales. Parce que c'est à travers ce mécanisme voulu par le président, vous voyez la vision est cohérente, la vision du président. Eh bien cette vision d'intégration des différents secteurs économiques va trouver sa traduction concrète dans les zones économiques spéciales, des technopoles et des incubateurs. Premier élément, ça crée de l'emploi, ça permet aux talents les plus affirmés de développer leur créativité et ça permet au final d'avoir, deuxième aspect, des contenus. C'est quoi le contenu ? Il ne suffira pas de mettre des tuyaux. Vous voyez, le tuyau, c'est la fibre optique. Encore faut-il que nous soyons en mesure de proposer des choses qui correspondent à notre culture. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de points d'échange Internet, c'est-à-dire du fait d'avoir en local les grandes structures genre Google, etc., qui créent des sites cache, comme on dit, c'est-à-dire locaux, et qui permettent par exemple une utilisation en lingala. Ça, c'est du contenu. Vous tapez des mots en lingala et vous arrivez à faire des recherches. Ça, c'est du contenu local. Permettre que nos ruraux, nos paysans puissent accéder dans les langues vernaculaires à des sites qui leur permettent d'écouler ou de vendre leur production jusqu'au bout du monde. Ça, c'est du contenu local. Permettre que nos praticiens aient accès à leur clientèle à travers ces réseaux à haut débit. Ça, c'est du contenu local. Permettre que nos apprenants utilisent ces outils pour avoir des enseignements, soit dans le pays même, avec des professeurs qui en visioconférence donneraient des conférences jusqu'aux coins les plus reculés du pays, ou venant de l'étranger, c'est du contenu local. Donc c'est cela l'objectif. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir un robinet
pour que le contenu vienne de l'extérieur. Je vous cite un exemple très concret de ce que je veux dire. On parle de transition numérique. Vous savez qu'en 2015, en juin 2015, tous les États doivent passer au numérique. On laisse la diffusion audiovisuelle analogique. Je parle à des journalistes qui comprennent. Voilà. Eh bien, jusqu'ici, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons quoi? Pratiquement même nos journaux télévisés, nos émissions, ce sont des programmes étrangers. Tout simplement. Donc les contenus ne sont pas locaux, pour l'essentiel, sauf une petite production locale en information ou en diffusion de documentaires, comme celle-ci. Mais avec le numérique, nous allons ouvrir la possibilité de développer des télévisions communautaires, des réseaux audiovisuels nationaux qui vont être mis sur ces supports numériques qui vont se développer demain avant donc juin 2015. Ça, c'est du contenu local. Nous aurons des télés locales, nous aurons des radios locales qui seront sur nos réseaux avec une qualité numérique. Ce sont des éléments importants parce que l'emploi pour les Congolais va être créé grâce à cela. Parce que cet écosystème va développer plein de petits métiers, plein de talents vont s'affirmer et ça va créer un effet multiplicateur en termes d'emploi et de revenus. C'est ça le contenu. Godefroy. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, la création, l'élaboration des contenus, il y a des enjeux à la fois culturels et politiques, puisque les contenus, vous l'avez dit, la plupart des contenus sont des contenus qui nous viennent de l'étranger. Alors, comment encadrer tout cela? Ça pose aussi peut-être des problèmes de gouvernance de l'Internet, de la fibre optique. Comment encadrer tout cela afin que les contenus correspondent effectivement aux réalités des Congolais? Bon, pas seulement la fibre, mais l'Internet en général. La gouvernance de l'Internet passe à la fois par la maîtrise des infrastructures. Il faut que l'État et les privés, mais ensemble, gèrent pour rendre la circulation de l'information la plus, disons, sécurisée possible et en même temps pour permettre une navigation sereine de tous les utilisateurs, privés comme professionnels. Les contenus doivent être protégés, les flux doivent être protégés. Il y a un cadre législatif qu'on met en place. Les textes sont au secrétaire général du gouvernement. Il faut protéger les Congolais contre la criminalité en ligne. Il faut permettre la conservation et la préservation des données. Aujourd'hui, M. Kakou et M. Yombi, quand vous envoyez une information personnelle en ligne, par exemple, vous faites un achat en ligne, vous utilisez une carte bancaire, par exemple, vous envoyez des informations confidentielles, le numéro de la carte. Votre numéro de compte, etc. Oui. Ils peuvent être piratés. Oui, mais pourquoi? Parce que quand vous envoyez ça en ligne, c'est comme si vous jetiez un filet dans la mer et vous attendez que les poissons viennent. Mais un requin peut arriver et s'emparer de votre filet et vous empêcher de récupérer ce que vous voulez. Et malheureusement, en ligne, il y a beaucoup de requins. Et donc, il faut permettre que vos données, quand elles vont en ligne, soient protégées. Tout cela, c'est un cadre juridique qui est en place. Et c'est un cadre technique parce que le e-gouv dont on parle, c'est aussi, pour la protection des données, l'existence au Congo de serveurs qui collectent et qui conservent ces données-là. Parce que si on fait confiance à des serveurs à l'étranger, c'est-à-dire en fait des bases de données, un serveur c'est une base de données, comme vous voyez un ordinateur a un disque dur où on stocke des données. Le serveur c'est l'équivalent d'un disque dur mais au niveau de l'État. Eh bien tout ça ce sont des instruments à la fois juridiques, le cadre, et techniques, ces serveurs qui vont permettre de sécuriser le contenu local. Voilà l'importance, c'est une gouvernance qui est à construire, les textes sont prêts, ils vont être soumis à la décision du Conseil des ministres et du Parlement pour la partie législative et des règlements pour la partie réglementaire. Une question rapidement parce qu'on arrive à la fin. Monsieur le ministre, on vous a suivi. Vous utilisez un terme assez, on va dire, rebarbatif. Vous parlez d'incubateur, de technopole et d'incubateur des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, si vous avez un génie de l'informatique, oui, si vous avez un génie de l'informatique à la maison, il a créé un procédé sur l'informatique, il veut créer un logiciel ou quoi. S'il s'adresse à une banque locale aujourd'hui, nous savons que toutes les petites créations d'entreprises ne trouvent pas le financement parce que les banques n'acceptent pas, n'ont pas confiance. L'incubateur, c'est de proposer que dans un lieu précis, une grande entreprise à l'expérience connue et prouvée soit là. Et puis quand le petit jeune arrive avec son procédé, on lui dit « mais écoute, nous avons la possibilité de te proposer un local avec une connexion Internet de très haut débit et tu vas pouvoir développer ton produit ». L'incubateur, c'est donc le mélange entre celui qui a une idée, qui a du talent, mais qui n'a pas les infrastructures pour pouvoir développer son idée. Eh bien, la société va lui proposer de mettre à disposition ses moyens. Et l'avantage pour tout le monde, il est le suivant, c'est que le jeune développe son idée et la fait aboutir, la fait naître, et l'entreprise, si l'idée est très bonne, la récupère,
rachète le brevet peut-être, ou emploie le jeune dans ces structures et commercialise. C'est ça l'incubateur. La réalisation nous accorde une demi-seconde pour une dernière question. Monsieur le ministre, l'agence de régulation a adressé une sévère mise en garde aux deux grands opérateurs que sont RTL et MTN. Est-ce que vous, la tutelle, vous avez aussi des choses à reprocher à ces opérateurs ? Bon, l'agence l'a fait en concertation avec le ministère. J'avais moi-même, lors des vœux qui ont précédé cette décision de l'agence, instruit l'agence de régulation de tenser les opérateurs, de leur dire attention, attention, la qualité se dégrade. Bon, ils peuvent nous invoquer toutes les raisons techniques, etc. Mais enfin, on est tous aujourd'hui sujets à ces perturbations. On passe un appel, il coupe, on n'arrive pas à joindre le type parce que ça ne sonne même pas. Enfin, on a des perturbations. Donc l'agence de régulation a fait son travail en mettant en demeure les opérateurs. Il y a une rencontre annuelle entre l'agence et les opérateurs. J'en ai parlé encore il y a quelques heures avec le DG Castanou. Nous attendons, parce qu'un délai a été donné aux opérateurs pour faire le nécessaire. Et je crois qu'une fois que ce délai sera expiré et que rien ne s'arrange, il y a des sanctions qui sont prévues par le cahier des charges. Quel genre, par exemple ? Il y a, disons, 3 types de sanctions. De la moins grave à la plus grave. C'est... non, d'abord, la moins grave, c'est la sanction pécuniaire, donc une amende, pour parler clair. La suspension provisoire de la licence, le temps que l'opérateur se ressaisisse. Et s'il y a un dysfonctionnement majeur, on peut aller jusqu'au retrait de la licence. C'est le mot de la fin, monsieur le ministre. Merci.